même drôle, le coin de ton esprit, mais... Les affaires Est-ce que ça a un coin, un esprit? On sait même pas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est rectangulaire? Est-ce que c'est octogonal? Imagine ton esprit, c'est un octogone. Allô Amélie! Allô Léna! Bienvenue la gang au balado Franchement littéralement. Aujourd'hui, on va discuter de Hamnet de Maggie O'Farrell. Wouhou! Hey, je suis contente là, ça c'était une lecture canon. Je capote, je pense que honnêtement, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Oh, ok, high praise! Ouais, en plus, ouais, on est en fin d'année là, t'es rendu à combien dans ton compte d'ailleurs? Oh, j'ai pas vérifié avant de venir ici, mais je suis quasiment proche de 190, il me semble. Oh! Je voulais me rendre à 200, mais j'ai eu comme un slump de lecture où j'ai comme rien lu. Ouais. Je pense que ce temps-ci de l'année, c'est souvent ça. Hein? Donc, à suivre, souvent la semaine avant, la semaine des fêtes, entre Noël puis le jour de l'an, je fais rien, fait que j'ai eu le temps de lire. C'est soit tu fais rien, soit tu fais trop. Mais je vais donner mon update final au premier épisode de 2025. Là. Let's go. C'est notre dernier épisode de 2024, gang! On espère que vous avez passé un joyeux Noël si vous célébrez ça. Puis on espère que vous allez passer un super beau réveillon. Oui! Et on a hâte à la suite en 2025. Là. Ben oui. Je nous souhaite comme des full belles lectures. Je aussi. souhaite aussi des livres navets qu'on peut jeter par la fin. Des livres navets! Des feuilles de choux! Parce que ça en prend hein, un équilibre dans les Ah, autres j'en choses. ai eu! J'avais Ouais. le goût, je vais faire une petite surprise. Ouh. Je vais probablement enregistrer un épisode solo sur mes lectures de l'année, vu que j'en ai lu beaucoup. Ouais. Alors, abonnez-vous à notre page Patreon si vous voulez avoir accès à moi qui parle toute seule pendant 1 heure. Puis j'en profite pour le dire en même temps, comme ça, c'est sûr que je le fais si je l'ai dit. Ouais, t'es engagé maintenant. Voilà. Tu peux plus retourner en arrière. Non. C'est fini. No going back. Yes. Moi, ma update, Wow. c'est que je suis à 47 livres sur les 46 que je devais lire cette Oh! année. Alors, t'as dépassé ton objectif? Yeah! Quasiment un livre par semaine. Ouais. J'ai lu quand même beaucoup, surtout comme C'était quand même occupé. dernièrement. Là. Ouais, j'ai été vraiment occupée. J'étais assez étonnée que je me suis rendue, mais je me suis rendue. Wow! Puis là, j'ai 1 semaine de congé avant la fin de l'année, fait que let's go. Fini les lectures qu'on a commencées il y a 3 semaines. Tellement, oh my god. N'hésitez pas à nous partager vos objectifs de lecture, si vous avez réussi. Ouais. Ou qu'est-ce que vous avez lu, ou c'était quoi vos lectures marquantes de l'année, ou Yes. la pire chose que vous avez lue. Ah, on veut savoir. Ouais. Tous les détails crunchy, Oui. s'il vous plaît. Ouais. Ok, là on parle de Hamnet. Hamnet, comment on a trouvé ce livre-là? Oh my god, comment on a trouvé ce livre-là? On a juste décidé qu'on allait lire ce livre-là ensemble. J'ai Je comme pense. aucun souvenir on n'a pas d'histoire particulière avec ce livre-là. Là. Non, vraiment pas. On est juste tombé dessus, puis on est comme, on le rajoute à la liste, on le rajoute à la liste, puis on pense l'a que rajouté à la liste. C'est ça que c'est passé! On aime ça quand c'est pas compliqué de même. Mais honnêtement, avant qu'on l'ajoute à la liste, moi, j'en avais jamais entendu parler. Ah, moi oui. Toi, oui. OK. Est-ce que tu te souviens ton premier souvenir de ce livre-là, ou pas tant que ça, genre? Je me souviens juste de l'avoir vu sur des forums en ligne, puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a comme dirigée vers ce livre-là. Puis c'était aussi dans une phase où je faisais d'autres lectures de fiction historique, fait que... OK. Oui, fiction historique. Oui, c'est oui. moi. C'est bien dit. Fait OK, que c'est peut-être ça. intéressant. Peut-être ça m'a été suggéré par un des nombreux sites que je consulte pour les lectures. Puis ça t'est juste resté dans Ouais. le coin de la tête. Ça doit être ça. C'est quand même drôle, le coin de ton esprit, mais... Les affaires Est-ce que qu'on ça a retient. un coin, un esprit? On sait même pas à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est rectangulaire? Est-ce que c'est octogonal? Imagine ton esprit, c'est un octogone flottant. Ouh! Ok, Question on... existentielle. on va pas passer sur un débat sur qu'est-ce que l'esprit. On va être encore ici dans 100 ans, parce que Ouais. les philosophes, ils ont pensé à ça fait 2000 ans. Ok. Je vais commencer par présenter un peu l'autrice. Je pense que c'est un Absolument. bon point. Oui. Maggie O'Farrell, je pense que c'est quand même clair dans son nom. Là. Elle est née en Irlande. Hein. Elle est née à Derry en 1972, donc elle a à peu près 50 ans aujourd'hui. Et elle a grandi au Pays de Galles et en Écosse. Elle a également vécu à Hong Kong et en Italie. Alors, elle s'est quand même promenée, c'est quand même random Pourquoi comme pas? pays pour aller se promener, mais c'est Ouais. ça qu'elle a fait. En ce moment, elle habite à Édimbourg, je vais le dire à la française, en Écosse, à moins que tu veuilles le dire Je sais pas à comment l'écossaise. dire, quand même. C'est genre- Edinburgh. Edinburgh. On
est juste proche. Bref, sorry si on a offensé full de gens, mais c'est parce qu'on est vraiment pas bonne. Elle a également travaillé comme journaliste et éditrice et elle a enseigné un cours de création littéraire. Cool. Mais elle écrit, à mon avis, principalement des romans. Ouais. Hamnet n'est pas son premier roman. Non. Elle a également écrit une autobiographie, ça disait mémoire en anglais, mais si tu mémoire en français, j'étais pas sûre. Il y a des mémoires puis il y a des autobiographies, fait que Ouais, je sais comme... pas. Mais c'est vraiment drôle, il s'appelle I Am, 17 Brushes with Death. C'est son autobiographie. Ouais, okay. ouais. Puis t'as failli mourir 17 fois. Je trouve ça vraiment intéressant comme titre d'autobiographie. Je suis tellement curieuse maintenant. Fait que là, je veux lire sa vie. Ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Puis apparemment, comme, elle a des enfants, puis elle a un enfant qui a comme beaucoup de problèmes de santé. Fait que je sais pas si elle parle de plusieurs morts, puis pas nécessairement de la sienne. C'est un mystère. C'est très intéressant. Beaucoup de ses romans ont aussi gagné des prix. Et elle a également écrit 2 livres pour enfants. Cool. Hamnet, le livre dont on parle aujourd'hui, Hamnet et non Hamlet, on va en parler plus loin, a été publié en 2020, donc c'est quand même assez récent. Il a gagné 3 prix, le National Book Critics Circle Award for Fiction, Women's Prize for Fiction et le Dalkey Literary Awards Novel of the Year. Wow. Et il a été aussi nominé pour 2 autres prix, mais quand même... C'est quand même beaucoup de prix. Bravo, Maggie! Non, bravo, madame, au fait. Ouais, c'est ça. Et il a été traduit en français en 2021. Donc, je pense que vu que ça a été quand même populaire, ils se sont dépêchés dans la traduction. Ben, pas dépêchés dans... C'est super bien traduit, mais dans le sens... Ils n'ont pas attendu 5 ans pour traduire. Ouais. Et j'ai lu qu'au Canada, pas la traduction, mais le livre original aurait été publié sous le titre Hamnet et Judith. Hein? Je suis pas d'accord, on va en parler plus loin, mais c'est vraiment bizarre comme choix. Ouais. Parce que nous, on a une version, toi t'as une version. Ça s'appelle Hamnet. Tu l'as acheté au Canada, puis ça s'appelle Hamnet, mais en tout cas, originalement, au Canada, Hamnet et Judith. C'était un choix. Voilà. C'était mes notes sur cette chère madame. Ah ben, cette chère madame me semble très intéressante. Ouais, hein? Puis honnêtement, après avoir lu ce livre-là, j'ai envie d'en lire plus. Fait que ça me chante. Je vais lire son mémoire. Parfait! On rajoute d'autres livres à notre liste. Ouais. Interminable. Moi, je vais prendre le temps de parler maintenant du livre à l'étude. Bienvenue au cours aujourd'hui. Sortez vos crayons. Non, sortez vos crayons. À moins que ça vous tente, là. Je sais, il y a des gens qui aiment ça gosser après des crayons. Peut-être. Non, mais il y a peut-être des gens qui écoutent notre balado qui prennent des notes. Oh my god. Honnêtement, si vous nous écoutez puis vous prenez des notes de quoi, là? Non, mais t'imagines, ils nous enseignent un cours sur Hamnet dans une, je sais pas, secondaire, genre. Il me semble que c'est un genre de livre que tu mettrais au secondaire. T'allais dire une université, mais on n'est pas assez fancy pour ça. Ben, l'université, je pense pas qu'ils écouteraient le podcast, genre, rendu là. Ouais. No offense si vous faites ça. Je veux pas vous repousser, évidemment, mais mettons qu'on va pas aller autant en profondeur que peut-être ce que vous devez faire dans le cadre de vos études. J'avoue. Mais je suis quand même contente de pas l'avoir lu au secondaire, parce que il me semble que tous les livres que j'ai lus au secondaire, j'en ai des mauvais souvenirs. Ah bon, pas moi, mais je comprends un petit peu ton point de vue. Voilà, ok. Mais bref. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe dans Hamnet. Essentiellement, Hamnet, ça relate l'histoire d'un jeune garçon et de sa famille. Un jeune garçon qui s'appelle Hamnet, avec un N. Maintenant, je t'interromps, mais maintenant, je trouve que Hamlet, ça sonne lettre. Je trouve pas que c'est cute. J'ai jamais trouvé le nom Hamlet super beau, pour être honnête. Fait que Hamnet, je trouve ça vraiment très mignon. Oui! J'ai toujours trouvé ça dérangeant, mais maintenant, j'ai l'impression de me tromper. Ouais. En tout cas. Bref. Mais littéralement, il y a une note au début du livre qui dit comme quoi les noms sont un petit peu interchangeables durant le 16e siècle en Angleterre. Donc, en réalité, Hamnet et Hamlet, c'est la même chose à cette époque-là. Ça raconte l'histoire d'Hamnet et de sa famille, qui a donc une sœur jumelle qui s'appelle Judith, d'où le nom qu'Amélie vient de nommer, une mère qui s'appelle Agnès, et d'un père qui n'est pas nommé tout au long du livre, mais bon, on va vous le dire tout de suite, là. Désolé si c'est un spoil, mais c'est Shakespeare, c'est William Shakespeare. Surprise! C'est quand même obvious, je pense, là. C'est assez évident à cause, donc, du diphtongue, du nom qui est un peu étrange. Puis on commence le livre avec l'histoire de Hamnet à l'âge de 11 ou 12 ans. Je me souviens plus exactement. Il est quand même jeune.
Et il cherche ses parents, il cherche sa mère en particulier, parce que sa sœur se trouve à être malade tout d'un coup alors qu'ils étaient en train de jouer simplement dans leur maison en Angleterre. Puis, ça commence comme ça, et ça relate essentiellement l'histoire d'une famille, l'histoire d'Agnès, de cette mère, qui est arrivée dans une famille qui est très différente de la sienne, dans un élevage qui est un petit peu différent du sien aussi. Ça parle de changement de classe, de médecine à cette époque-là, donc le 16e siècle, ça parle de la peste, et ça parle énormément donc de deuil. Je pense que c'est le main takeaway, le principal thème de ce livre-là. Puis je veux pas trop spoiler toutes les affaires, mais on va parler davantage des thèmes, donc au courant de cet épisode. Voilà! Ah, c'est tellement bon. Je vais dire, là, on n'arrête pas de dire dans tous les épisodes, je pense que je lis très vite, là. Ce livre-là, là, je l'ai savouré. Ouais. J'ai pris mon temps. C'était tellement bon, je me suis dit, je peux pas me dépêcher à lire ce livre. Le fun va être fini trop vite. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai savouré, voilà. Je l'ai lu un petit peu différemment. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, là, mais je suis dans ma phase de livre audio. Je l'ai lu en audio, partiellement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je lisais le livre, parce que je l'ai acheté quand même, mais j'ai trouvé la version audio dans la bibliothèque numérique de Montréal, puis j'étais comme, alors, let's go, pourquoi pas, on va s'essayer. Puis honnêtement, la voix de la narratrice de ce livre-là était tellement plaisante que j'ai juste comme écouté à majorité. Puis je l'ai aussi savouré, mais d'une différente façon. Tu sais, j'avais des moments avec ce livre-là. J'étais juste en train d'écouter. Je faisais ma vaisselle des fois, ou bien j'étais juste comme posée dans mon sofa, puis j'étais comme, ah, c'est intéressant. Puis j'étais aussi scandalisée que les personnages, des fois, quand il y avait des scandales. Puis en tout cas, c'est comme voir une pièce de théâtre sans avoir le visuel nécessairement. Fait que c'était vraiment le fun. Est-ce que t'as trouvé ça... Parce qu'il y a des sauts temporels là, dans le livre. Est-ce que t'as trouvé ça mélangeant de l'entendre puis pas de le voir? Oui et non. Je dirais que ce qui est intéressant avec la version audio, qu'on n'avait pas dans la version... Là, on va parler de forme, là, carrément, là, mais qu'on n'a pas dans la version papier, c'est que la narratrice, elle disait « Chapter 1 »,« Chapter 2 ». Tu sais, elle séparait le livre comme ça. Fait que là, quand il y avait des sauts temporels, c'était plus clair qu'on changeait de période de temps parce qu'on n'avait pas juste l'espace blanc. Tu sais, ça marquait un changement à chaque fois qu'elle disait chapitre 1 ou 2 ou 3. Parce qu'il y a quand même, il me semble qu'à chaque fois qu'on change de chapitre, on change d'époque, en guillemets. Là. Ouais, pas tout le temps, évidemment, mais c'est vrai que souvent, d'un chapitre à l'autre, ça change de période. Là. On parle de la jeunesse d'Agnès, la mère de la famille, puis après ça, de l'âge contemporain, c'est-à-dire le 16e siècle. Ouais, j'ai dit époque, là, c'était pas le bon mot, là. Ouais. C'est un petit peu trop vaste. On va se comprendre. Mais... Ouais. Mais je trouve que c'était pas tant déroutant, honnêtement. Je pense qu'une fois que j'ai compris, dès qu'on a eu le premier changement temporel, je me suis comme faite à l'idée qu'il y allait avoir des sauts temporels. Puis j'aimais ça, savoir plus sur l'Agnès d'auparavant, puis sur le jeune père aussi. Ouais. Parce que quand elle a terminé le premier chapitre qui parlait de justement sa jeunesse, j'étais comme, ça m'a laissé sur ma faim. J'étais genre, ah, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Fait que, mais là, ça arrivait parce qu'il y a plein de sauts, là. Puis ce qui est intéressant aussi avec juste comment c'est écrit, c'est que le laps de temps qu'il y a dans la première partie du livre, comme en réalité, est tellement court. Genre, l'action principale qui est décrite par Amnette dès le début du livre jusqu'à la fin de la première partie, genre. C'est quelques jours. C'est quelques jours, voire quelques semaines. Ouais. Tandis que ce qui se passe dans l'époque précédente, comme tu disais, parce que Agnès est plus jeune, ça, c'est quelques années. Quelques années, c'est vrai. Que c'est vraiment intéressant de voir ce changement-là, comment c'est dilaté, contracté, le temps, etc. Fait que, tu peux-tu nous parler de la forme, là, parce qu'on n'arrête pas de parler de saut temporel. J'ai quand même pas pris de notes. Attends, mais c'est vrai, parce que, OK, ben un peu comme t'as dit, il y a 2 parties. La première partie est vraiment plus longue. Il y a des chapitres, mais les chapitres, ils ont pas de numéro. Non. Ils ont pas de numéro, ils ont pas de titre, ils ont rien. C'est juste la moitié de la plage. Bienvenue à la plage. La moitié de la page qui est blanche, puis tu comprends qu'on change de chapitre. Ouais. Mais c'est vraiment tout. Puis la deuxième partie, c'est comme un vraiment long chapitre. Oui. C'est un peu déboussolant, là, je trouvais. J'étais comme, OK, quand est-ce que je prends une pause? Il y en a pas. Ben, il y en a, là, il y a des paragraphes, mais... Tu sais, c'est pas coupé de la même façon du tout, là. Ben, c'est ça. À part ça, on change de... Ben, on change pas de narrateur, c'est des narrateurs externes, mais on change de perspective, là. Ouais, on change de point de vue, ça. On change de point de vue, donc comme quand on est à l'époque un peu plus récente, c'est Amnette, on est du point de vue d'Amnette et non de Agnès quand elle est plus vieille. Ouais. Un peu, mais pas exactement de la même façon. À la fin aussi,
c'est vraiment plus les jeunes. Je exact, trouve que c'est ouais. moins les parents. Des fois, il y a un petit peu Agnès qui embarque, puis quand c'est à l'époque, c'est vraiment alors juste Agnès. Puis, Oui. puis le père. Mais j'ai trouvé aussi qu'il y a énormément de descriptions, là. Ouais. Ah, c'était Comme, elle décrit comme une feuille, ça y prend 2 pages. Non, j'exagère, là. Mais c'était tellement beau. C'est tellement bien écrit que ça nous fait plaisir qu'elle prenne du temps. Oui. Pour faire les descriptions, c'était tellement beau. Ouais. J'ai des extraits tantôt. C'est juste... Moi aussi. C'est magique. Honnêtement, il y a des sections qui a fait des descriptions que j'étais juste comme... Je les réécoutais, je les relisais parce que c'était tellement beau pis c'était tellement intéressant. Elle le décrivait comme si c'était littéralement une scène de théâtre, ce qui est super intéressant parce que... Hamlet, c'est une pièce de théâtre. c'est ça, genre... Puis ça, en tout cas, l'intertextualité est absolument formidable. Puis je pense que comme ça a tellement créé d'images, suscité des images, que c'était comme si j'avais vu un film. Je le sens comme, comme si j'avais vu un film. Moi, à chaque fois que je lisais, puis après je prenais une pause, mettons, pour la journée, je fermais mon livre, puis là, je disais à ma mère qui était là au début quand j'ai commencé à lire, j'ai dit « Je pense que ça va être ma meilleure lecture de l'année. » Mais j'ose pas trop le dire au début, mais j'ai dit « Si ça continue comme c'est commencé, je vais aimer ça. » Puis finalement, je suis restée avec ce feeling-là tout le long. Puis je suis tellement contente que tu l'aies mis aussi. Ouais. Parce que t'aurais pu dire « C'était mauvais. Marrant. » J'aurais été très triste. Mais c'était trop bon. Sinon, il y a quand même des dialogues, mais pas tant que ça. Pas énormément, non. Il y a beaucoup de dialogues qui sont rapportés dans le paragraphe. Exact. Donc, on n'est pas du tout à la même place qu'au dernier épisode avec la BD. Là. C'est genre 100% des dialogues. Là. On n'est pas du tout dans la même vibe. J'avais pas d'autres notes sur la forme. Je sais pas si t'avais noté quelque chose de particulier. Là. Non, je pense que c'était assez standard, généralement. J'ai trouvé que la deuxième partie était vraiment de longue haleine, comme tu as dit. Ouais. C'est plus tough de faire des pauses, puis il y a des moments que j'ai senti que c'était vraiment comme lourd, puis j'avais besoin de prendre des pauses parce que je vivais les émotions des personnages, puis j'étais comme... Mais j'ai grand lu. Mais moi aussi, ça m'a un peu déroutée, là. Ouais. Mais c'est vraiment la toute fin, là. C'est pas comme la moitié du livre, là. Non, mais Genre... c'est quand même un tiers du livre, là. Mais j'ai l'impression que ça va tellement avec l'émotion, justement, des personnages dans cette partie du livre, que si ça avait été tout aéré, non, il fallait se sentir un peu comme alourdi en même temps que les personnages. Ouais, un petit peu comme claustrophobe. Ouais, je suis d'accord. C'est un bel effet qu'elle a créé, l'autrice, je trouve. Par contre, j'aurais pas voulu que le livre entier soit comme ça. Non, ça c'est ça. Mais juste pour la deuxième partie, ça passe. It's okay. We'll allow it, Miss O'Farrell. On a oublié de dire, je sais pas si on l'a dit en fait, mais est-ce qu'on a dit c'était à quelle époque? Moi, j'ai dit 16e siècle. Ok, 16e siècle. Parce que moi, 16e siècle, ça veut rien dire. 1580. Voilà, merci. Un siècle, ça se compte à partir du... Laisse faire! Ok, d'accord. Je veux pas le savoir. All good. C'est un petit peu comme le nombre d'années qu'on a, tu sais. Genre, si t'es dans ta 30e année de vie, c'est parce que t'as 20 ans. Puis ta 30e année de vie se termine quand t'as 30 ans. Le jour que t'as 30 ans, là, tu Oui. Ça j'avais compris. Mais les siècles, là, j'étais comme... C'est l'inverse, là. T'es au 16e. C'est ça, voilà. Mais il fallait que je le répète, là, pour comprendre. T'es à l'envers. En tout cas, bref. J'ai tout compris. Merci, Léna, pour cette explication fort pertinente sur comment calculer des siècles. Bref. Là, tu m'as pas laissé répéter, donc je m'en souviendrai pas. Pardon. Donc, en 1580, tu disais... L'époque de plein de maladies pis de trucs dégueux. Ouais. Dont la peste. La peste bubonique. J'aime ça parce qu'il le nomme pas tout de suite. Non. Il y a un extrait où Hamnet, il rencontre quelqu'un, puis il demande sur une personne malade s'il a vu des bubons. Ouais. Je suis comme, c'est la peste bubonique, je sais pas. Il y a d'autres types de peste, là. La peste noire, je sais pas si c'est la même chose. J'en ai aucune idée. Si vous êtes... Pestologue. Il y a un mot pour les gens spécialistes en maladie, mais je me souviens plus c'est quoi. Non, ça c'est en remède. C'est-tu ça? Bref, tout ça pour dire que c'est la peste bubonique. Dans le livre, en tout cas. The Black Plague. Mais ça, c'est la peste noire. Oui. Mais c'est parce que ça se mélange un peu, genre. Elle dit The Black Death en arrière. Donc ça pourrait vouloir dire la même chose. En tout cas, on s'étalera pas sur qu'est-ce que la peste, là. Ouais. Ben, c'est un peu l'élément déclencheur du livre, là. Mm-hmm. Il y a un des personnages qui a la peste. Puis ça va avoir des conséquences. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Ben ouais. Sans se demander, genre, si on avait full de connaissances sur la chose, on voit que c'est un petit peu comme une trame de fond, là.
Est-ce que tu t'es renseigné davantage sur la peste pendant Ouais, je suis pas du tout. Non, ok. D'accord. J'aurais pu, là. Ben, Ouais. j'avoue que je vais peut-être le faire. Hmm. Maintenant que j'ai terminé ma lecture, je vais peut-être, comme, aller lire. Mais il me semble que c'est dégueu, là. Je vais pas comme nécessairement me renseigner personnellement sur la maladie elle-même, mais plus sur comment est-ce que les gens la traitaient, là. Genre, il y a une section où est-ce qu'ils reçoivent... Le crapaud séché. le crapaud séché. Oui. Ils reçoivent pas le crapaau. Ben, ils Ben reçoivent oui. le crapaud, oui, comme un remède, mais c'est parce qu'il y a un des hommes qui est un médecin qui arrive avec un masque de corbeau, tu sais, tu te souviens? C'est dans un des images. extraits que je veux lire. Ben, c'est ça, tu sais, cette image-là, elle m'est restée en tête parce que je me souviens d'avoir appris ça dans les cours d'histoire de l'époque, tu sais, ça fait un petit bout maintenant. On avait lu Par vite revient tard, Je connais pas, parenthèse, ok. de Fred Vargas, c'est un policier. En secondaire 1, j'ai lu ça. Puis je m'en souviens encore. Puis on parlait de Ça maladie. date, Elena est pas mal vieille. Ouais, je m'en viens. Là, je suis dans ma 30e année. Bref, je me souviens d'avoir appris ça, puis des masques comme ça avec le cône, une espèce d'oiseau médecin bizarre, puis ça, j'étais genre, bon, ben, ça, c'est notre indicateur clair que c'est ça qui se passe dans ce livre-là. Exact, ouais. C'est intéressant quand même. Mais il y avait des remèdes qui avaient pas d'allure, là. Ben, comme je disais tantôt en niaisant, il lui amène genre un crapaud séché. Ouais. Et genre, attache-le autour de ton estomac. What? Ouais. Qu'est-ce que tu dis, genre? Ça, c'est magnifique. J'en revenais pas, je suis comme les gens, ils se promenaient avec un crapaud séché sur le corps, genre. Ouais. Je sais pas à quel point ça les a aidés. Ben, clairement, pas vraiment. Fait que si vous avez un petit rhume, un petit crapaud séché. Mais c'est comme... c'est dans quoi, donc? Ah, t'as pas regardé ça, mais il y a une série qui s'appelle Avatar The Last Airbender. Tu me dis ça comme si je savais même pas c'était quoi, là. Non, mais j'en parle aussi pour mais oui, notre histoire, ok? Il y a une série qui s'appelle Avatar The Last Airbender, qui est en dessin animé à la base, qui a été créé par Nickelodeon il y a une couple d'années. Puis dans un des épisodes, il y a les personnages qui tombent malades, il y a genre un rhume. Puis la tâche de l'Avatar, c'est d'aller trouver des crapauds séchés, des crapauds congelés. What? Parce qu'il fait comme un peu froid. Arrête donc. Dans les temps, il doit chercher des crapauds congelés puis il doit les apporter à ses amis pour qu'ils puissent comme sucer ça, les crapauds congelés pour se guérir de la maladie. Oui, c'est vraiment con, mais comme c'est quelque chose qui existe dans la culture de plusieurs endroits, comme quoi les crapauds ou bien les grenouilles, peu importe, ça a des propriétés curatives. Mais c'est quand même intéressant parce que moi, j'adore les plantes, là. Ouais. Plus comme tout ce monde-là. Puis j'avais lu à un moment donné que quand tu lis un vieux livre où c'est écrit, mettons, même dans des livres de Shakespeare, là, quand les sorcières ils font la soupe, là, Eye of Newt, puis genre, tu penses que c'est des yeux de salamandre puis des queues de rat, mais dans le fond, c'est des noms du peuple, entre guillemets, pour les plantes, genre. Fait que dans le fond, c'est comme de la bourrache, puis de l'herbe, puis ça a des noms funky. Fait que j'étais comme, est-ce que le crapaud, c'est vraiment un crapaud? Probablement, parce qu'il faisait des remèdes vraiment bizarres. Mais des fois, quand on lit des trucs comme ça, c'est pas vraiment des trucs... Non, c'est des trucs étranges, là. Il y a pas d'oreilles de chat dans votre soupe, là. C'est probablement de l'herbe à poux, là, tu sais. Ouais. Non, il y a pas d'herbe à poux dans votre pouce. Dans votre pouce! Dans votre soupe, là, peut-être, genre, l'ortie, là, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, des plantes médicinales, toutes sortes de choses qu'ils ont juste changé de nomenclature, ou bien que c'était comme des termes très régionaux. Exact, ouais. Je trouve ça vraiment cool. Puis, je vais direct dans ce sujet. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur la peste. J'allais te poser la question sur les plantes puis les sorcières. Parce que Agnès est vraiment calée là-dedans, là. Ouais. Elle connaît plein d'affaires. Même quand le médecin est comme... Le crapaud, je pense qu'elle le fait, mais elle était comme... Je vais essayer une couple de plantes que je connais avant. Ouais. C'était fait plus avec réticence. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Parce que moi, je suis partie de l'idée que les livres historiques, là, je m'en fous. Mais ben, pas je m'en fous, là, j'en ai lu, puis il y en a qui sont intéressants. Mais finalement, les livres, à cette époque-là, genre 16e siècle, je trouve ça tellement passionnant. Ouais. J'adore. Je me suis découvert un amour que je savais pas que j'avais. Ben, je savais que j'avais un amour des plantes puis des vieilles affaires, mais sur des livres historiques de cette époque-là, j'ai trouvé ça trop cool. Historique ou bien de fiction historique? Juste les deux. OK. Ben, le livre historique, je le savais déjà, mais je savais pas que j'aimais autant lire en fiction. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'étais comme, j'avais le goût d'aller... Là, j'ai plein de livres de plantes chez nous, puis je suis comme, est-ce que cette plante-là, c'est vrai? Est-ce qu'elle fait ça vraiment? Parce que des fois... Il essayait des plantes pour certaines maladies ou certains maux. Puis maintenant, on sait qu'aujourd'hui, ça marche pas. Ouais. Mais, au contraire, il y en a d'autres qui essayaient, puis ça marche encore. Exemple, certains médicaments qu'on utilise aujourd'hui qui sont à la base des plantes. Là. Vraiment intéressant.
trippant, j'adore. C'était vraiment intéressant comment est-ce qu'ils ont parlé de ça, puis sans nécessairement parler de sorcellerie ou ce genre de choses-là, mais tu voyais comment le personnage d'Agnès était comme mis au banc de la société à cause de ses connaissances sur la nature autour d'elle, puis à quel point c'était genre super important pour elle, puis qu'elle s'en foutait de ce que les autres pensaient d'elle. T'es pas mal aussi informé sur, genre, l'effet de sorcière de cette époque-là, là, fait que j'imagine que t'as une opinion là-dessus, là. Ben, ça m'a étonnée, justement, j'ai pas les dates précises en tête, là. Ouais. Ben, j'imagine aussi qu'elle voulait pas se concentrer là-dessus, Non. mais comme, ça m'a étonnée qu'il y ait personne qui l'accuse, genre... Photo au feu. Ouais, parce que ça aurait pu être dans le bon temps, là, pour ça, puis justement, une femme qui avait des connaissances, qui était un peu comme marginalisée, tout le monde la trouve un peu weird... La recette parfaite pour être traitée de sorcière. Ouais. Parfaite. Parfaite. En tout cas, moi, si j'avais été en 1580 à côté d'elle, j'aurais dit non, c'est vrai. Probablement que je serais allée la voir, puis j'aurais dit donne-moi tes trucs, genre. Ouais. Mais ouais, ça aurait été un tout autre livre, ça s'était concentré là-dessus, là. Définitivement. Mais ça aurait pu, puis ça aurait été intéressant. J'aurais aimé ça quand même. Ouais. Je me demande à quel point ça c'est inventé parce que on parle quand même de fiction historique. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées. L'histoire réelle, puis dans la fiction déjà, son nom Agnès, c'est pas Agnès, c'était Anne, la femme de Shakespeare. Oui. Je veux juste dire une mini parenthèse sur Anne, parce que son nom c'était Anne Hathaway. OK? Oui. Puis j'ai vu en donner un meme, genre, qui montrait le mari de Anne Hathaway, l'actrice à Hollywood en ce moment, à côté d'une photo de Shakespeare. Genre, ils se ressemblaient un petit peu, il y avait un petit air. Fait que là, les gens étaient comme, c'est Anne Hathaway puis Shakespeare réincarné. Puis ça m'a vraiment fait rire. Je voulais partager ce fait cocasse avec vous. Ben voyons! Est-ce qu'ils disent Hathaway dans le livre? Je pense pas non plus. Non, il y a pas de mention de Hathaway. Elle a pas mal juste comme des prénoms, là. Ouais. Parce qu'elle dit pas Shakespeare non plus, là. Non, c'est ça, il y a aucun nom de famille à ma connaissance. Ou des gens qui sont pas importants dans l'histoire, entre guillemets, là. Mais même là, il y a pas de nom de famille. Genre, ils parlent d'endroits, peut-être, de Hewlands, ils parlent de Henley Street, mais ils parlent pas des noms des personnes. Puis je pense que les seuls noms qu'on connaît sont ceux des personnages comme pas mal principaux, ceux dans la famille. Genre. Ben c'est plus important, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal un secret. Mais c'est pas un secret en même temps parce que vous avez lu le titre, n'est-ce pas? Voilà. Mais je trouve qu'en même temps, à cette époque-là, si t'habites dans un petit village, tout le monde a des noms pareils. Tout le monde a pas mal tous le même nom, là. Donc, elle devrait nommer les noms de famille, parce que sinon, ça serait mêlant. Ben, tu vois ce qu'elle a fait. Je sais pas si t'as la même note dans ton Oui, livre. à la fin. Ouais, mais comme, il y avait 2 Joan dans la famille de... Elle les a changés, parce que sinon, ça aurait été trop mêlant pour le lecteur. La sœur du père s'appelle, en fait, Joan, puis pas Eliza, parce que la belle-mère de Agnès, qui s'appelle en fait Anne, est aussi une Joan. Fait que là, c'était vraiment mêlant. Bref. Tout ça pour dire que ça aurait pu être vraiment terrible si elle avait gardé tous les mêmes noms, mais... Exact. Je pense que c'est un bon choix, quand même, de changer les noms juste un petit peu, comme ça donne une plus grande association, peut-être plus grande répandue, puis moins de mélange. Oui, puis t'écris de la fiction aussi, fait en changeant un peu les faits, ça t'aide à t'éloigner un peu pour pas que personne te dise « Hey, t'as mal écrit la réalité! » alors que ton but, c'est de pas faire ça, là. Ouais, littéralement. Est-ce que t'avais lu d'autres fictions historiques, peut-être pas nécessairement à cette époque-là? Ah! Pas nécessairement de cette époque-là. Parce que j'en ai lu une, mais ça va être dans ma lecture parallèle à la fin, fait que je vais la garder pour la fin. Mais sinon, quand je lis de la fiction historique, c'est vraiment plus comme la Deuxième Guerre mondiale, mettons. Ouais. Ou comme la Nouvelle-France. J'en ai lu quand j'étais jeune. Ça fait comme récente. Ouais. Mais comme je disais tantôt, j'ai découvert que j'adorais vraiment lire des livres de cette époque-là. Fait que je vais aller vraiment en chercher plus, mais je sais pas si toi t'en as lu beaucoup. Pas énormément, non. Je pense que pareillement, vraiment Seconde Guerre mondiale, puis peut-être juste avant cette époque-là, le 16e siècle, genre, parce que, ben, pareil comme toi, quand on parle d'œuvres parallèles, j'en ai une couple qui se rapporte à cette époque-là, mais j'en ai aussi qui se rapportent à juste avant. Fait que... Restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi on parle. Et si vous avez des suggestions de fiction historique qui se passe à cette époque-là, oui, on est preneuse parce que toujours j'en veux plus. Ben même, je vais probablement me renseigner sur les autres livres que Maggie O'Farrell a écrits parce que peut-être qu'elle a écrit d'autres livres à la même époque. Ouais. Moi, ce qui m'intrigue, honnêtement, ce serait de lire de la fiction historique qui parle de lieux qui sont pas l'Angleterre. Je pense que j'ai beaucoup de eurocentristes là-dessus, puis ça, je sais que c'est un billet dans l'édition en ce moment, là, mais
Il y a d'autres histoires qui se passaient, là. Mais j'ai l'impression aussi que quand tu lis des livres de cette époque-là, c'est tout le temps la même place. C'est l'Angleterre ou c'est la Nouvelle-Angleterre. Ouais. Comme si on parle encore de sorcières, là, ils parlent juste de Salem, alors que c'était comme vraiment minime là, par rapport à plein d'autres affaires qui se sont passées. On peut-tu en savoir sur d'autres personnes ailleurs? Oui, On veut en savoir plus sur les autres régions aussi, là. Parce que c'était pas un cas isolé en une ville, là. Non, c'est ça. Même la peste, là, ça se passe dans plein d'autres pays. Définitivement. Allô, l'Angleterre, tu sais, Ouais. y a pas juste ça dans la vie, là. Je Les sais Anglais, là. Ouais. Définitivement. Parlons des autres thèmes du livre, tiens. Revenons à nos moutons. Il y a des moutons dans le livre. On les a pas vus, en tout cas. Je regardais, ça n'a pas rapport, mais je faisais le ménage de mes photos tantôt parce que j'avais plus de place dans mon ordi. Là, je regardais mes photos de l'Écosse, justement. Puis là, je suis comme, des moutons partout! Ah non, il y a un renard, par contre, en tout cas. Renard, le chat de Henri! Non! Pas ce renard-là. Mais bon parallèle. Non, parlons de solitude, tiens. Ça, c'est quand même un gros thème dans le livre. Puis je pense qu'on le voit comme dès le début du livre. Qu'est-ce qui t'a retenu par rapport à ce thème-là? Ben, au début, il y a Agnès, qui est pas mal tout seul. Ouais. On le disait, là, avant qu'elle rencontre William. Comme on disait tantôt, elle est un peu reclus, là. Ouais. Les gens, ils la trouvent un peu weird, là. Fait qu'elle fait sa propre affaire. Puis ensuite, en parallèle, on a Hamnet, qui lui aussi est comme... Il cherche ses parents, comme tu disais au début de l'histoire. Donc là, il est comme tout seul, mais il a genre 10 ans. Puis là, il cherche des gens pour l'aider. Pauvre petit poulet. J'avais le goût d'aller l'aider. J'avais le goût de traverser, puis dire... Je vais te tenir par la main, puis je vais t'aider. Ouais. Je vais trouver ta maman. Petit bébé. C'est un bon sentiment central pour ce livre-là, justement. J'aurais pas voulu que ça soit... Ben, ça aurait pu, mais juste des gens full joyeux, puis tout allait bien, tout le monde était en santé, les joues rouges, ils mangeaient des patates à volonté, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque-là, là. Attends, clairement des patates à volonté. Wow. Mais je trouve aussi, dans le contexte d'une maladie comme la peste, les gens étaient isolés, là, quand ils étaient malades, donc... C'était spécial de voir, mettons, des gens en santé, entre guillemets, être aussi isolés que les gens qui sont malades. Définitivement, ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé. Non, je suis d'accord avec toi, c'est un bon point que tu lèves parce que, veux pas, on sort aussi, nous autres, d'une épidémie, fait que... Parle-moi en plus! On sait qu'est-ce que ça donne, ce genre de sentiment-là que ça peut créer, justement, la solitude chez beaucoup de personnes, puis c'est quelque chose qui reste avec toi pendant longtemps, puis le pire, c'est que l'époque à laquelle ça se déroule, c'est même pas au plus gros de la peste, fait que c'est quelque chose qui fait juste comme arriver ici et là, s'il y a des éclosions de la maladie, puis it's very relatable. Parce que je pense que si ça avait été justement dans le pire, ben tout le monde serait mort, puis il n'y aurait pas eu d'histoire. Ouais, ben... Genre, après 5 pages, toute la famille est décédée, c'est genre ça finit là. Ouais, ça aurait pas été genre... Ça aurait pas été la solitude, hein? Ça aurait été littéralement juste comme la dépression, voilà. La mort. Ou ce qui existe, oui, effectivement, dans ce livre-là aussi, mais c'est pas au point d'être comme l'affaire qui est pivotale. En bon français. Pivotale? Ouais, en bon français. Ok, intéressant. Qui est le point de pivot. Ben ouais, je suis d'accord. Tous les personnages finissent par être ça dans ce livre-là, puis c'est intéressant comment l'autrice elle a fait en sorte que ça paraisse, mais à travers tous ces personnages dans cette famille-là, puis pas à la même puissance, pas aussi profondément que peut-être Agnès, qui est comme plus un personnage comme protagoniste central, cette de l'œuvre, mais aussi pour la plus vieille fille de la famille, Susanna, tu sais, pour Joan, qui est la belle-mère de Agnès, qui elle veut juste traîner tout le monde dans sa solitude et dans sa misère, qui est juste pas une bonne personne en général. Même aussi pour le frère de... Agnès? D'Agnès, ouais. Bartholomew. Meilleur nom ever. Mon prochain chat, je l'appelle Bartholomew. Ah! Mais Mew, c'est drôle! Oui! Qui est comme seul, mais il est pas mécontent de sa solitude. C'est un personnage qui est juste comme content de travailler la terre, puis d'être comme loin un peu de toute le drame qui se passe dans la famille constamment. Mais je l'ai quand même aimé comme personnage. Je l'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que les adultes étaient quand même haïssables. Ouais. Mais lui, il était quand même nice. Ouais. J'étais comme, ok, il en faut bien un qui est pas super que ça. Ouais. Mettons qu'on pointe moins ses défauts dans le livre, comparativement aux autres personnages. Mais je pense qu'Agnès avait justement besoin de quelqu'un qui la soutient par rapport à sa belle famille qui la prend comme
par obligation, un peu, là. Ouais, c'est ça. Parce que pour faire la petite histoire, Agnès, tu sais, ses parents, ils meurent quand elle est assez jeune, puis elle était déjà assez différente, puis que là, en plus, sa solitude est décuplée par le fait qu'elle est un petit peu orpheline, puis ça fait en sorte que elle est pas capable de s'entendre non plus avec sa belle famille, fait que, ouais. Mais qu'ils sont pas très gentils avec elle non plus, là. Non, ils la traitent comme Cendrillon, genre. Elle est aussi plus vieille que William Shakespeare, ce qui est quand même intéressant pour l'époque. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est intéressant comme quoi ça arrivait pas énormément, là. Généralement, les femmes sont mariées, genre, à 16 ans, sont casées, tu sais, à cette époque-là. Parce que sinon, après ça, tu deviens vieille fille puis c'est fini, là. Mais d'habitude, t'es comme, justement, mariée quand t'es plus jeune à quelqu'un de beaucoup plus vieux, la plupart du temps. Justement. Alors là, que c'est le contraire. Shakespeare, il avait comme 18 ans, une affaire de même, quand ils se sont rencontrés. Ouais. Puis elle était quand même plus vieille, 25 ans, 26 ans. C'est quand même intéressant. C'est rare. C'est le contraire de ce qu'il y a d'habitude. Exact. Ouais. Puis sans parler même de la solitude de William, qui n'est encore pas nommé dans le livre, mais bon, regarde, on l'a dit, hein. Ben, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que t'en as pensé du fait qu'il est jamais nommé? Parce qu'on sait que c'est lui, là. C'est clairement... On le comprend, mais c'est tout le temps le père, le mari, le beau-fils, le fils. C'est jamais William, Will, Monsieur Shakespeare. Ouais. Puis même ses parents, c'est jamais... Ouais, on n'entend pas leur nom non plus. Non plus, c'est vrai. Je dois dire que ça a aucunement dérangé ma lecture. OK. Genre, aucunement. Dès le début, comme je dis, le titre est assez clair pour moi, personnellement. Je sais pas si c'est vrai pour tout le monde. Puis, en plus de ça, il y a une couple d'occurrences dans le livre qui sont comme un petit peu des clins d'œil au fait que c'est ça son nom. Il y a une fois parce que plus tard dans le livre, vers la fin de la première partie, où est-ce qu'il y a un messager qui essaie de venir lui apporter un message par rapport à ce qui se passe dans sa famille en ce moment, puis il est loin de sa famille, puis il est comme « Oh, he said so by butchering his name », tu sais, puis je suis comme « He tried to call him out by butchering his name », puis genre « whatever », genre il s'en soucie pas trop. Puis là, dans ma tête, je me dis genre, il y a pas tant de noms qui sont vraiment difficiles à prononcer à cette époque-là. Puis je sais que ce nom-là, parce que Shakespeare, c'était un problème pour plusieurs personnes. Ben, je t'avoue, quand je parlais pas très bien anglais, j'étais prête à dire ça. Là. Ben justement, comment est-ce que tu commences ce nom-là? Ouais. Shakespeare. 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 J'avoue. Fait que c'est vrai. Fait que ces affaires-là, je trouvais ça comme plus marrant, plus qu'autre chose que ce soit pas nommé. Ça m'a pas vraiment dérangé. Toi? Ben, moi, honnêtement, je m'en claque de Shakespeare. Je m'en fous de lui, genre. Fait que ça m'a fait vraiment plaisir qu'il soit pas nommé parce que j'avais l'impression que j'avais pas besoin de savoir quoi que ce soit sur lui pour apprécier l'œuvre. Ouais. Tu sais pas c'est qui Shakespeare à la limite, puis tu comprends pas que c'est lui. Ouais. Tu peux aimer le livre tout autant. Puis je trouvais ça le fun, que le personnage principal, ça soit Agnès, ça soit une femme, ça soit ses enfants, ça soit pas lui. On en a-tu assez entendu parler? Ouais. Un petit changement de perspective, ça fait du bien. Définitivement. Puis je trouvais ça le fun. Je me demandais si, justement, ben là, spoil, mais à la fin, s'ils allaient le nommer, enfin, un personnage qui l'appelle par son nom, mais ils l'ont pas fait. Ouais. J'étais comme, OK, c'est mis sous silence, c'est compris, mais pas explicitement dit, mais moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Je pense que c'est tout un tour de main qu'elle a... C'est ça l'expression? Un tour de main? Tour de... Ben, tour de main, mais ça veut pas dire la même chose. C'est pas ça que je voulais dire. Bref, elle a bien réussi. Un tour du chapeau? Non, tour du chapeau. Je sais pas. J'ai oublié c'est quoi l'expression, je vais la trouver tantôt, c'est sûr. Je trouve que Maggie O'Farrell a genre vraiment bien réussi son roman. Puis si elle était capable de faire ça, puis qu'on sent pas le besoin, comme tu dis, d'aller chercher davantage d'informations sur Shakespeare. Non, c'est ça. Je dois t'avouer que moi, ça m'a piqué ma curiosité parce que j'avais jamais lu Hamlet. Fait que ça m'a comme un petit peu donné le goût d'aller regarder, entendre, lire, peu importe. T'as-tu comme trouvé des petits thèmes similaires, genre, dans Hamlet? Ben, je me souviens même plus de quoi ça parle, genre. J'ai compris un peu en lisant le livre, là, mais... Ben, c'est ça. Ça parle d'un fils qui a perdu son père, son père qui était roi. Puis son fils, il vit le deuil vraiment mal de la perte de son père, puis toute sa famille lui dit genre move on, peu importe. Sa mère s'est remariée avec son oncle, tu sais, c'est toute une affaire. Bref, ils sont tous comme on va te backer parce que tu vas devenir le nouveau roi de notre pays, puis lui il est juste comme je suis vraiment triste, puis ils arrêtent pas de lui dire c'est pas homme d'être aussi triste. Bref, c'est toute une quête ce livre-là, cette pièce-là. Puis, je l'ai pas comme lu au complet, mais c'est définitivement comme quelque chose qui revient, genre juste la famille, je pense qu'il y a des thèmes similaires. Le deuil, la solitude. C'est-tu là-dedans qu'il y a genre le crâne pis il se parle, genre? Oui. OK. Exactement. C'est genre la seule image que j'ai Hamlet. Tu vois, je me suis trompée, Hamlet, c'est genre to be or not to be, c'est ça. Exactement.
Voilà, telle est la question. Voilà. On peut enfin le dire. Ça a tout son sens là-dedans, puis je pense que c'est ça la question existentielle qu'elle se pose aussi dans ce livre-là, là, d'être ou de ne pas être, puis je trouve ça très intéressant que tu me parles aussi de son mémoire, là. Ouais! Qui est comme un titre vraiment funky! Funky, qui est un petit peu un rappel à ça aussi. Ben bref. oui! Mais ouais, je suis comme curieuse quand même de lire Hamlet, puis à la base, j'étais aussi plus curieuse de lire plus de Shakespeare, mais je me sens pas le besoin, comme tu dis, à cause de ce livre-là. Je pense que c'était juste ma propre quête. Ouais, de comme, c'est quoi les œuvres théâtrales de cette époque-là, puis comment est-ce que ça pourrait être intéressant. J'ai juste lu Roméo et Juliette. Moi, j'ai lu Roméo et Juliette. J'ai probablement lu Hamlet, mais je m'en souviens pas. J'ai Ouais. lu Othello. En tout cas, on a vu la pièce de théâtre à l'école. Ouais. J'ai lu A Midsummer Night's Dream. Ok, t'en as J'ai vu lu pas mal. J'ai vu King Lear au théâtre. J'en ai vu beaucoup. Ok. Fait que là, je suis comme, ça suffit Shakespeare. Toi, t'es casé, c'est good. J'ai besoin de... J'avais besoin de quelque chose de rafraîchissant, puis c'était parfait pour ça. Genre. Ouais. Shakespeare, mais pas trop, genre. Ouais, c'est ça. Shakespeare Parce que adjacent. Shakespeare, c'est difficile à lire. C'est dur à lire, ouais. Ça se lisait très bien. Ouais. J'ai pas trouvé ça ardu, là. C'était magnifique, mais ça se lisait bien. Mais je trouve comme par comparaison, peut-être Roméo et Juliette, je trouve que Hamlet, c'est vraiment plus lisible. Là. Je pense que il y a juste le langage en soi est vraiment plus comme de base, c'est moins comme tortueux et intense, puis besoin de métaphores de telle chose. Non, on va droit au but, puis il y a beaucoup de soldats, beaucoup de, tu sais, du monde, du peuple qui sont capables de se parler entre eux, puis c'est pas genre des paraboles de peu importe. Ouais. Fait que je trouve que c'était quand même pas peu lisible, de ce que j'ai lu. Par contre, mini parenthèse encore, genre, je sais pas si t'as déjà vu, mais des fois, il y a des gens qui partagent comme des mimes de Shakespeare. Des fois, c'est comme des petits extraits de ces pièces de théâtre où ils disent des insultes. Mais ça, c'est tellement drôle. Ça, c'est drôle. J'en ai pas une qui me vient en tête, mais souvent, c'est comme des mots, mettons, qui étaient comme normaux à l'époque, qui maintenant sont rendus vraiment cocasses. C'est vraiment drôle de lire ça dans une vieille œuvre. Donc, des fois, ça peut être amusant, là, lire Shakespeare, si jamais vous êtes jeune puis vous lisez ça à l'école en ce moment. Essayez de trouver, genre... Ça a plus la même connotation, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Je trouve c'est fun avec le langage comme ça, comment ça évolue, là. Puis maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on utilise ces jours-ci qu'on n'utilisait pas de la même façon à l'époque. Exact. Il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui parce que c'est rendu pas approprié par tout. Ouais, c'est vraiment drôle de Puis, faire lire ça. En tout cas, fait que, voilà. Moi, j'ai le goût de lire des extraits. Ouais, lisons des extraits. Mais là, je pensais que t'avais juste le livre audio, fait que j'ai préparé mes extraits, mais je sais pas si tu veux les lire en anglais aussi. On peut? Ok, extrait numéro 1. Il est tout petit, mon extrait numéro 1. Parfait. Extrait numéro 1, c'est juste drôle quand Hamlet, il voit pour la première fois le médecin de la peste dont on parlait tantôt avec le crochet d'oiseau. Je suis à la page 152 de ma version en français. 3 gros coups à la porte. Boum, boum, boum. Hamlet, plus proche que les autres de l'entrée, s'en va répondre. Mais au moment où la porte s'ouvre, il recule, pousse un cri. L'image qu'il découvre est terrifiante. Un monstre sorti d'un cauchemar, de l'enfer. Une créature du diable. Immense, drapé de noir, le visage remplacé par un masque effroyable, sans traits, pointu comme le bec d'un oiseau géant. Puis là, Hamlet, il a full peur. Oui. Je suis comme, à quel point ça doit être traumatisant quand t'es petit. Ouais. Comme quand tu passes Halloween, qu'il y a quelqu'un qui a un costume vraiment funky, genre. Oui. Mais là, t'as besoin d'aide, puis la personne qui vient t'aider, elle a l'air d'un monstre, genre. Ouais. Ça doit être quand même épeurant quand t'as 10 ans. Assez traumatisant. En anglais, donc, à la page 124, pas de page pour le début du chapitre. 3 heavy knocks to the door of the apartment. Boom, boom, boom. Hamlet is closest, so he goes to answer it. As it swings open, he cringes and yelps. On the doorstep is a terrifying sight. A creature from nightmare, from hell, from the devil. It is tall, cloaked in black, and in the place of a face is a hideous, featureless mask, pointed like the beak of a gigantic bird. No! Hamlet cries, Get away! Excusez. Puis là, il essaie de fermer la porte, puis là, le médecin, il pousse la porte, puis genre, laisse-moi passer. Petit poulain. Trop effrayant. Ok. Mon deuxième extrait, à la page 204, j'ai le goût de lire la page au complet, fait que bear with me, c'est trop bon. Parce que c'est Susanna, dans le fond, c'est la sœur d'Hamlet. La grande sœur d'Hamlet. La grande sœur d'Hamlet, mais là, elle a juste 2 ans. Puis elle joue entourée d'adultes, puis les adultes, ils comprennent pas qu'elle est en train de jouer à quelque chose de particulier, puis j'ai trouvé ça tellement bon, comment ça décrit l'imaginaire d'un enfant, tout ce que tu t'imagines quand tu joues. Voilà. Peu avant son 2e anniversaire, Susanna est assise dans un panier posé par terre dans le petit salon de sa grand-mère, en tailleur, sa jupe bouffe autour d'elle comme un coussin d'air.
Elle tient dans chaque main une cuillère en bois qu'elle agite aussi vite qu'elle le peut. Elle descend une rivière. Le courant est fort, sinueux. Des algues flottent, s'effilochent autour d'elle. Susanna doit ramer, encore et encore, pour rester à flot. Qui sait ce qui arriverait si elle venait à s'arrêter? Des canards et des cygnes la suivent, calmes et sereins en apparence, mais Susanna sait que sous l'eau, leurs pattes palmées s'agitent. Personne à part elle ne peut voir ces animaux. Ni sa mère qui, dos à elle, est occupée à éparpiller des graines sur le rebord de la fenêtre, ni sa grand-mère, assise à table, en face de sa boîte à ouvrage. Ni son père, qui n'est qu'une paire de jambes, habillée de chaussettes noires, parce qu'elle est petite, là, tu sais. Allant et venant d'un mur à l'autre, les semelles de ses souliers font retentir des bruits secs et sourds à la surface de l'eau. Il passe devant un canard, à travers un cygne, puis un bosquet de roseaux. Susanna voudrait lui dire de faire attention, vérifier si la rivière n'est pas trop profonde. Une image lui apparaît, la tête de son père, sombre comme ses chaussettes, s'évanouissant sous les eaux agitées marron-vert. À cette idée, sa gorge se serre, ses yeux piquent. Wow! Je capote cet extrait, genre. Je me souviens d'avoir écouté cet extrait-là en audio, puis d'être comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis il a fallu que je m'arrête, puis que je le lise. La première fois que je l'ai lu, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Elle est en train de se noyer. Mais après, tu comprends que c'est juste dans son imagination. Ouais. Puis elle est tout petite, elle a juste 2 ans. Fait qu'elle peut pas l'expliquer l'étendue de son mental aux autres, genre. C'est fou, là. Fascinant. C'est vraiment bon, j'ai beaucoup aimé cette section-là. Je continuerai encore pendant 3 pages, mais il faut se calmer. On va se calmer. Donc, en anglais, à la page 170, Susanna, shortly before her 2nd birthday, sits in a basket on the floor of her grandmother's parlor, her legs crossed, her skirts billowing up around her, filled with air. She holds a wooden spoon in each hand, and with these, she paddles as fast as she can. She is sculling down the river. The current is fast and weaving. Weeds waft and unravel. She has to paddle to stay afloat. If she stops, who knows what may happen. Ducks and swans drift alongside her, seemingly serene and unruffled, but Susanna knows that their webbed feet are working beneath the water. No one but she can see these animals. Not her mother, who stands at the window, her back to the room, scattering seeds on the sill. Not her grandmother, who sits at the table, her work box open in front of her. Not her father, who is a pair of legs encased in dark stockings, pacing from one wall to another. The soles of his shoes scuff and thud on the surface of Susanna's river. He walks past a duck, through a swan, across a bank of reeds. Susanna wants to tell him to be careful, to check if he can swim. She has a vision of her father's head, dark like his stockings, disappearing beneath the brownish green, lapping waters. She feels her throat clutch, her eyes sting at the thought. Ah, c'est tellement intéressant comment c'est traduit. C'est trop cool. J'aime ça. C'est vraiment bien traduit. C'est fascinant. Ouais, c'est vraiment différent. Je capote la version en anglais. Tu devrais la lire en anglais, honnêtement. Ah! Parce que moi, je voulais le lire en français pour que ce soit plus facile à comprendre pour moi, là. Mais là, je suis intriguée. Tu l'aimerais vraiment en anglais. C'est vraiment bien écrit. C'est super imagé, là. Ou bien tu pourrais l'écouter en anglais. Oh my god, c'est tellement bon. Lisez ce livre, s'il vous plaît. C'est juste wow. C'est magnifique. C'est juste wow. Puis le 3e extrait que j'avais à la page 278, là, c'est vraiment... on est dans la tête de Shakespeare, là. Mm-hmm. Puis là, il s'est passé quelque chose, puis là, il a le goût de retourner là, dans ses affaires. Ouais. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on n'a pas... On disait tantôt, on n'est pas vraiment dans sa perspective, mais là, on l'était, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il doit être présent là-bas, tout le temps, afin d'être sûr que s'accomplisse ce travail souterrain, que tout fonctionne selon ses plans. Et un désir brûle en lui. Force lui est de l'avouer, celui de retrouver les 4 murs de sa petite chambre, où personne ne vient jamais, où personne ne le regarde, ne lui demande, ne lui parle, ne le dérange, où il n'y a qu'un lit, un coffre, un bureau. Il n'y a que là-bas qu'il peut échapper au bruit, à la vie, aux gens qui l'entourent. Il n'y a que là-bas qu'il peut oublier le monde, se dissoudre, n'être plus qu'une main tenant une plume trempée dans l'encre et regarder les mots se déverser de sa pointe. Et c'est alors que ces mots viennent, les uns après les autres, qu'il parvient à s'absenter de lui-même, à se réfugier dans une paix si prenante, si apaisante, si intime, si joyeuse que plus rien d'autre n'existe. Puis je trouvais que c'était vraiment représentatif de comment elle écrit. Ouais. Genre le flow des mots, là, ouais. Que j'ai beaucoup aimé dès le début, qu'elle écrivait comme ça. La façon qu'elle a construit ses phrases, là, c'est tellement le fun. Ouais, je suis d'accord. Je trouvais ça intéressant dans ce c'est très rythmé, je trouve. Oui. Tu sais, on parlait beaucoup de rythmique dans Dominoes at the Crossroads, mais ici aussi, sans nécessairement faire comme
des affaires super intenses, là, question linguistique, là. Elle fait juste couper ses phrases super correctement, puis elle prend le temps, puis c'est vraiment comme un flou. Donc, à la page 237, la version en anglais, He needs to be there all the time to ensure that what is underneath happens, that all goes to plan. And he longs, it is true, for the four close walls of his lodging where no one else ever comes, where no one looks for him or asks for him or speaks to him or bothers him, where there is just a bed, a coffer, a desk. Nowhere else can he escape the noise and life and people around him. Nowhere else is he able to let the world recede, the sense of himself dissolve, so that he is just a hand, holding an ink-dipped feather, and he may watch as words unfurl from its tip. And as these words come, one after another, it is possible for him to slip away from himself and find a peace so absorbing, so soothing, so private, so joyous, that nothing else will do. Wow, ok, je capote, c'est trop bon. Trop bon. Ce livre, c'est genre une pépite. Les deux, on a mis la plus haute note. Ouais. Les beaux gros 5 étoiles. Wow, ok. J'étais contente. Okay. Toi aussi, t'avais des extraits? J'ai 2 petits extraits. Honnêtement, j'ai juste envie de lire le début parce que j'ai tu sais comment j'ai une passion pour les incipits. Le début du livre? Ouais. Le début de la partie 1. Oui, exactement. Okay. Au début. Donc, à la page... 1? Non, mais moi, c'est la page 15, la première page. C'est pour ça que je te dis ça. Pardon, 5. A boy is coming down from a flight of stairs. The passage is narrow and twists back on itself. He takes each step slowly, sliding himself along the wall, his boots meeting each thread with a thud. Near the bottom, he pauses for a moment, looking back the way he has come. Then suddenly, resolute, he leaps the final 3 stairs, as is his habit. He stumbles as he lands, falling to his knees on the flagstone floor. It is a close, windless day in late summer, and the downstairs room is slashed by long strips of light. The sun glowers at him from outside the window's lattice slabs of yellow set into the plaster. He gets up, rubbing his legs. He looks one way up the stairs. He looks the other, unable to decide which way he should turn. The room is empty, the fire ruminating in its grate. Orange embers below soft, spiraling smoke. His injured kneecaps throb in time with his heartbeat. He stands with one hand resting on the latch of the door to the stairs, the scuffed leather tip of his boot raised, poised for motion, for flight. His hair, light-colored, almost gold, rises up from his brow in tufts. There was no one here. J'aime tellement cet extrait! Encore une fois, genre, le rythme est tellement le fun. Ouais. Genre, moi, j'ai commencé ça, j'étais comme, tout d'un coup. Ouais. Tout de suite, j'étais comme, OK, ce livre va être excellent. Ben, c'est ça. Il était. C'est tellement excellent. C'est tellement bon. Tu vois comme tout dans juste ce court extrait-là, tu vois genre la solitude de Hamnet, le personnage principal, tu vois un petit peu le caractère enfantin, la jovialité qu'il faut quand même tirer de ce livre-là, parce qu'il y en a, tu sais, des moments de joie, il y a des moments de connaissance, puis il y a aussi comme une violence qui est un petit peu inattendue, le fait qu'il tombe, qu'il se fasse mal aux genoux comme ça, puis tu le sens quand... tu sais, quand tu tombais, Il raflait, merci, les genoux, puis t'étais comme « Ah! » ça... Ben oui, là, ça throb, ouais, genre, c'est ça. ouais. Bref, j'ai vraiment aimé cet extrait. Wow. Est-ce que je peux lire en français? Oui, vas-y. Ah! OK. Moi, je suis à la page 15, comme j'ai dit 2 minutes. Un petit garçon descend un escalier. C'est un escalier étroit, en colimaçon. Le petit garçon progresse avec prudence le long du mur, faisant résonner un bruit sourd chaque fois que ses bottes se posent sur une marche. Presque arrivé, il s'arrête, regarde en arrière. Puis, soudain, plein d'assurance, il saute les 3 dernières marches, comme par habitude. Il perd l'équilibre en atterrissant, tombe à genoux sur les dalles. C'est une fin d'après-midi sans vent de fin d'été. La pièce du bas est striée de longs raies de lumière. Le soleil venu de l'extérieur l'aveugle. Les fenêtres ne sont plus que des losanges jaunes et plats enfoncés dans le plâtre. Il se relève, se masse les jambes. Il regarde d'un côté, vers le haut de l'escalier, puis de l'autre, sans parvenir à se décider. La pièce est déserte. Le feu rumine dans l'âtre, la fumée s'élève en doux tourbillon sous les braises orangées. La douleur de ses genoux bat au même rythme que son cœur. Il reste immobile, une main posée sur la clenche de la porte près de l'escalier, le bout en cuir de sa botte levé, prêt à détaler, à s'enfuir. Ses cheveux clairs, presque dorés, forment des épis sur sa tête. Il n'y a personne ici. Quelle bonne première page! On capote! C'est trop bon. Je peux rien, là. OK. T'avais un autre extrait? Un dernier? Un dernier extrait, oui.
C'était tellement bon qu'il fallait tout qu'on dise, genre. Ben, c'est ça. On fait pas se limiter à un. Voilà. Il y a un extrait, page 276. Gardens don't stand still. They are always in flux. The apple trees stretch out their limbs until their crowns reach higher than the wall. The pear trees fruit the first year, but not the second, then again the third. The marigolds unfold their bright petals unfailingly every year, and the bees leave their skeps to skim over the carpet of blooms, dipping into and out of the petals. The lavender bushes in the knot garden grow leggy and woody, but Agnes will not pull them up. She cuts them back, saving the stems, her hands heavy with fragrance. C'est tout. Je voulais juste lire cet extrait-là parce que pour moi, c'est comme l'exemple parfait de à quel point est-ce qu'elle est capable de décrire un plateau, juste comme une scène de théâtre, une scène de film, puis en même temps, c'est une scène qui est mouvante parce que c'est la nature qui bouge constamment. Genre, je trouve ça tellement beau. Bref. Puis on aime ça décrit, justement, on disait qu'Agnès, c'est comme, elle connaît les plantes, elle connaît la nature, puis c'est tellement bien décrit que, dans le fond, si c'est ses yeux qui voient ça, quelqu'un dirait un pommier, un jardin, une fleur, elle voit tout ce qu'il y a de magique dans un jardin. Comment ça grandit, comment est-ce qu'il faut s'en occuper, tu sais. Parce que, vraiment beau. Ok, j'ai l'extrait en français. Moi, je suis à la page 322. Les jardins sont des lieux intranquilles. Une dynamique les anime toujours. Les pommiers tendent leurs branches jusqu'à les faire dépasser du mur. Les poiriers donnent la première année et la troisième, mais pas la deuxième. Les soucis déploient leurs pétales vifs infailliblement chaque année et les abeilles quittent leurs cloches pour flotter au-dessus du tapis de fleurs et plonger dans les corolles. Les bosquets de lavande, dans le parterre, finissent par s'emmêler, par donner du bois. Agnès les taille et conserve les tiges, les mains imprégnées de leur parfum capiteux. C'est une bonne traduction. Elle a même gardé l'allitération bien... J'ai goût de brailler tellement c'est bon. C'est quoi donc? Quelque chose de fleurs, là? Ah, elles quittent leur cloche pour flotter au-dessus du tapis de fleurs. Ça répète le F. C'est comme en anglais quand elle disait leave their skeps to skim over the carpet of blooms. Il y a comme une répétition, en tout cas. Ah, c'est bon, c'est beau! OK. Ça finit tellement bien l'année, je trouve! Ah, vraiment, une lecture là. coup de cœur comme ça, là. Ça fait vraiment du bien. J'espère que vous tripez autant que nous. J'espère que ça vous enchante. Oh my God. Puis voilà. Je sais que c'est triste quand même un petit peu, mais... Hein, mais c'est tellement bon, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la chandelle. Pour clore ce bel épisode, est-ce que tu as des lectures parallèles à nous suggérer? Ouh! À suggérer... Ou juste à nommer, là? Je dirais qu'à suggérer, j'en ai peut-être une, ouais. OK. J'ai beaucoup aimé, sinon on parle de fiction historique, là, de Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Je pense que c'est assez un classique, ça, dans ce domaine-là. Si on parle d'Angleterre, puis de cette époque à peu près, là. Les Piliers de la Terre, je pense que ça se situe au 14e siècle ou au 13e siècle même. OK. Mais de là découle une série de 4 livres qui vont aussi, donc, embarquer sur le 16e siècle. Faut être motivé pour lire ça. Faut être motivé. Oui, faut être motivé, mais en même temps, je trouve qu'ils ont tous leur charme un petit peu, ces livres-là. J'ai pas lu le dernier qui parle de 900, donc les années avant, là, qui est le plus court, mais j'ai lu les trois premiers, de la série, qui étaient autrefois, donc une trilogie. Puis j'ai beaucoup aimé. Je pense que l'écriture de Ken Follett n'est pas aussi poétique, peut-être, que celle de Maggie O'Farrell, mais je trouve que c'est des personnages qui sont attachants, je trouve que c'est des histoires super intéressantes, puis je trouve ça le fun d'apprendre un petit peu de l'histoire à travers de la fiction comme ça. Fait que je pense que c'est ma suggestion dans ce domaine-là. Ouais. Toi? OK, bear with me, moi aussi j'ai une série, OK? Mais j'ai des choses à dire sur la série. D'accord. Dans le fond, j'en ai déjà parlé, en tout cas, je t'en ai parlé récemment, je sais pas si j'en ai déjà parlé au balado, mais est-ce que tu connais le film Practical Magic? Je pense que tu m'avais dit... Oui, tu en as parlé. Oui, non, mais tu l'avais pas vu. OK, pour ceux qui savent pas, Practical Magic, c'est un film des années 90 avec Sandra Bullock puis Nicole Kidman. Souvent, les gens, ils trippent ou ils détestent, mais moi, j'aime quand même. Mais c'est à la base d'une série de livres, puis elle a fait 4 tomes, puis le 4e qui est sorti, c'est le premier dans l'ordre chronologique, qui s'appelle Magic Lessons. Malheureusement, ce livre-là n'a pas été traduit en français. Le premier, Practical Magic, a été traduit en français par Les Ensorceleurs. Magic Lessons, c'est mon préféré de la série. J'ai pas trippé sur la série, mais celui-là, ce tome-là en particulier, c'est mon préféré, j'ai vraiment aimé. Puis on retrouve quand même des thèmes semblables. On est dans les années 1600 en Angleterre.
à une certaine partie de l'histoire. Ouais. Le personnage principal, c'est une femme un peu méprisée par la société. Ben, parce que c'est une sorcière, là. Ouais. Là, c'est une vraie sorcière, là, dans le livre, là. Vrai de vrai. Mais elle a une relation spéciale avec un homme absent. C'est comme... On retrouve des thèmes semblables, là. Puis il y a une grande connaissance aussi des plantes qu'on a. Parce que, ben, c'est une sorcière. Fait que, ben là, évidemment, il y a de la magie, là. Mais elle connaît, là, plein de choses. Puis c'est un fil directeur tout au long de cette série-là. Ouais. Leur connaissance des plantes. Puis les gens viennent les voir pour avoir des remèdes. Puis pour avoir... C'est tellement intéressant. T'apprends des vraies affaires sur les plantes, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que, si vous lisez cette série-là, moi, je vous conseille de la lire en ordre chronologique. Puis vous pouvez, à la limite, juste lire Magic Lessons, puis ignorer le reste. C'est ça, c'est vraiment bon. Cool! Cette série, puis c'est, j'ai pas dit, là, mais c'est Alice Hoffman, l'autrice de cette série-là. Puis elle a écrit vraiment des dizaines de livres. Là. Fait que si vous aimez son écriture, on en a écrit plein d'autres. C'est ma suggestion. Cool! Magic Lessons. Voilà. Yay! Que j'ai de retrouver une suggestion. Yeah! Hey, je trouvais que ça faisait dur mes suggestions des dernières fois. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Il y avait trop d'affaires similaires. Ouais. Les thèmes, l'époque, c'était trop bon. Mais je pense que quand même, l'écriture de Maggie O'Farrell est meilleure. Ben, c'est Elle dur est spéciale. à battre, Elle est spéciale. Quelque chose de vraiment magique de la façon qu'elle écrit. Mais si vous voulez retrouver les mêmes thèmes, entre guillemets, Ouais. c'est un bon livre. Magic Lessons, pour retrouver ça. Voilà! Comme je dis tantôt, c'est tellement une belle façon de clore le dernier épisode de l'année 2024 du balado, mais on est de retour en janvier, hein, inquiétez-vous pas. On s'en va pas très loin. We back soon! Petit intermède des Oui. fêtes. Je suis quand même contente d'avoir lu ça. Je suis contente qu'on ait juste comme choisi ça un petit peu Au au hasard. hasard, là. Ouais. Puis que ce soit aussi bon. Donc, merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de Franchement Littéralement. On vous invite à nous suivre sur notre page Instagram Biblio_Brume, sur notre page Facebook Franchement Littéralement, à nous suivre sur notre page YouTube! Oui, on est sur YouTube maintenant, merci! Allez nous suivre là-dessus. Toujours en audio, par exemple. Toujours en audio. Ouais. Nos faces sont... Cachées. à jamais, just kidding. Bref, sur notre page YouTube, Franchement Littéralement, à nous écrire au franchement@gmail.com si jamais vous voulez nous écrire un message un petit peu plus long. Puis on vous remercie énormément si vous nous encouragez sur notre page Patreon. Vous savez qu'on a besoin de petits sous pour produire toute cette... Payez-nous, s'il vous plaît. pour produire ce balado, bref. Fait que merci beaucoup si vous nous encouragez là-dessus. Oui, merci, on vous aime. Et à la prochaine! Ciao! Les œuvres mentionnées dans cet épisode sont Hamnet de Maggie O'Farrell chez Vintage Books, l'édition en français chez Belfond, traduit par Sarah Tardy. I Am, 17 Brushes with Death de Maggie O'Farrell chez Knopf. Pars vite et reviens tard de Fred Vargas chez J'ai lu. Série télévisée Avatar The Last Airbender, écrit entre autres par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, produit par Nickelodeon. Hamlet de William Shakespeare, entre autres chez Cambridge University Press. Les Piliers de la Terre de Ken Follett chez Le Livre de Poche, traduit par Jean Rosenthal. Film Practical Magic, réalisé par Griffin Dunne en 1998. Magic Lessons d'Alice Hoffman chez Simon & Schuster. Au prochain épisode, on va discuter de Coming In de Élodie Font et Carole Morel. À bientôt!